Si le monde était envahi par des monstres mangeurs de chair et que vous étiez l'un des derniers humains restants, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment vaincre les zombies fongiques dans The Last Girl, celle qui a tous les dons. Mélanie va tuer tout le monde sur Terre. Elle regarde secrètement des photos du monde extérieur, quand soudain les lumières s'allument et elle entend des gardes dans le couloir qui lui ordonnent de se préparer. Suivant les ordres, la jeune fille s'habille et s'assoit dans le fauteuil roulant juste avant que des soldats n'entrent avec des armes pointées droit sur sa tête. Mélanie les salue avec un sourire, mais les gardes sont terrifiés par la jeune fille et ne répondent pas. L'un des soldats l'attache au fauteuil roulant et la pousse dans le couloir, révélant un énorme bunker souterrain. Elle est emmenée dans un couloir avec plusieurs autres enfants et escortée dans une grande pièce où des rangées d'enfants ont été placés, tous attachés à leur fauteuil roulant. Ces enfants sont des prisonniers sous surveillance constante, mais il y a quelque chose de très mystérieux à leur sujet. Alors que les soldats quittent la pièce, leur enseignante, Mademoiselle Justineau, entre et les accueille, prête à commencer leur leçon du matin. C'est alors que Mélanie demande qu'on lui lise une histoire et l'enseignante accepte, invitant les élèves à écrire leurs propres histoires. Les enfants se mettent au travail une fois leurs mains détachées et l'enseignante demande à l'un d'entre eux de lire ce qu'il a écrit. Mélanie se porte volontaire et commence à raconter son histoire, mais pendant qu'elle lit, l'enseignante se met à pleurer. C'est la chose la plus triste qu'elle ait jamais entendue. Et la femme s'approche de la fille, tendant la main pour la toucher. Mais la porte s'ouvre tout à coup. Surprise, l'enseignante recule et le sergent Parks entre en trombe dans la pièce, réprimandant la femme pour s'être trop approchée. Il décide de lui donner une leçon et crache sur son bras, l'attendant pour que le garçon la sente. Soudain, l'étudiant devient incontrôlable, submergé par l'odeur de la chair humaine. Et ça déclenche une réaction en chaîne lorsque les autres enfants derrière lui essaient de se libérer de leurs liens eux aussi. C'est un rappel horrible que ces enfants ne sont pas ce qu'ils semblent être. Et le soldat termine sa démonstration en frottant ce gel spécial sur son bras. Ok, c'est la pire idée du monde. Cette base militaire éduque des dizaines d'enfants qui sont si dangereux qu'ils doivent être attachés à des chaises roulantes et ce n'est clairement pas un endroit sûr. Mais ça révèle une horrible vérité. Même dans l'apocalypse zombie, les adultes nous forceraient à aller à l'école. Les soldats sont terrifiés par les enfants, donc si la situation devient incontrôlable, ils n'hésiteront pas à tuer tous les enfants de l'enceinte. Il est clair que nous devons nous échapper, mais comme nous sommes attachés 16 heures par jour, ça va être très difficile à faire, à moins que nous commencions à penser autrement. Dans une situation comme celle-ci, nous ne devons pas nous concentrer sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais plutôt identifier les choses que nous pouvons contrôler et les utiliser à notre avantage. Pour commencer, il est important de réaliser qu'une base militaire ne consacre pas de temps et de ressources à l'éducation des enfants, à moins qu'elle n'en ait vraiment besoin. C'est une bonne nouvelle parce qu'une fois que nous aurons identifié ce qu'ils attendent de nous, nous pourrons en tirer parti pour trouver une issue. Il est fort probable que leur éducation soit utilisée comme un processus de sélection des meilleurs candidats pour une expérience. Et c'est exactement ce que nous devons utiliser contre eux. Si j'étais à leur place, au lieu d'être intelligente et de répondre correctement aux questions, je ferais extrêmement attention à équilibrer ça en donnant intentionnellement quelques mauvaises réponses aussi. De cette façon, nous pouvons éviter la sélection en n'étant jamais dans la tranche supérieure ou inférieure de la classe. Nous ne sommes ni trop stupides pour être éliminés, ni trop intelligents pour être sélectionnés à des fins d'expérimentation. En attendant, la meilleure chose que nous puissions faire est d'inspecter notre fauteuil roulant. C'est la seule chose qui nous maintient enfermés pendant la journée, et il est laissé juste ici dans notre cellule de prison. Si j'étais à leur place, je passerais toutes mes nuits à essayer de desserrer progressivement toutes les vis qui maintiennent le fauteuil ensemble, de sorte que le moment venu, je puisse facilement m'en libérer. J'essaierai aussi de voler ce crayon, parce qu'on peut enlever la gomme et aplatir le support métallique ici pour l'utiliser comme tournevis de fortune. Si les choses deviennent désespérées, on pourrait même utiliser le crayon pour poignarder quelqu'un dans le cou s'il s'approche suffisamment. Aussi fou que ça puisse paraître, cette technique était en fait utilisée par les agents secrets pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient formés à utiliser des objets de tous les jours comme armes et ça pourrait nous aider à nous échapper. Le professeur rend visite à Mélanie et constate qu'elle est restée attachée sur son fauteuil roulant. Comme il n'y a personne pour l'aider, la femme entre dans la cellule et déverrouille les liens. Mais c'est sa plus grosse erreur. La fille peut sentir sa chair et perd rapidement le contrôle. Elle hurle à l'enseignante de quitter la pièce et la femme recule juste au moment où la fille saute de son fauteuil roulant. Terrifiée, Mademoiselle Justineau se précipite à l'extérieur et verrouille la porte avant de fondre en larmes. Elle ne peut rien faire pour aider la fille. Et elle commence à se couvrir la peau de gel bloquant pour cacher son odeur. Le lendemain matin, elle est réveillée par une alarme et prépare son fauteuil roulant. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Le sergent entre dans la cellule et l'immobilise personnellement avant de la pousser hors de la pièce. Et au lieu de l'emmener en classe, il l'emmène dans un ascenseur. C'est la première fois qu'elle va ailleurs et elle peut enfin voir le monde d'en haut de ses propres yeux. En sortant d'un hangar, la jeune fille observe les soldats qui défendent la base militaire contre une horde de zombies. La seule chose qui les protège est un grillage géant. Le complexe est à quelques heures d'être envahi et le sergent l'emmène rapidement à l'intérieur d'un laboratoire de recherche pour rencontrer le docteur.
En regardant autour d'elle, Mélanie aperçoit un cerveau dans un bocal et elle comprend rapidement qu'elle ne sortira pas d'ici vivante. Le soldat verrouille le fauteuil roulant et quitte la pièce tandis que l'infirmière administre un anesthésiant et que la jeune fille tombe rapidement inconsciente. Il l'amène sur la table d'opération et il se prépare à l'ouvrir pour faire des recherches. Mais avant que l'opération ne commence, elle se réveille soudain. C'est alors que mademoiselle Justineau fait irruption dans la pièce et voit son élève préféré sur la table. Furieuse, elle prend un extincteur et fait comprendre qu'elle ne les laissera pas disséquer la jeune fille. Le médecin lui fait remarquer que les prisonniers ne ressemblent qu'à des enfants, mais qu'ils sont contrôlés par un champignon qui envahit leur cerveau. L'enseignante commence à se calmer. Mais soudain, le docteur Caldwell prend un spray au poivre et asperge l'institutrice directement dans les yeux. Des soldats entrent en trompe dans la pièce et remettent la femme sur ses pieds, tandis que le docteur explique qu'elle doit fabriquer un vaccin pour sauver le monde. Mais qu'elle ne pourra le créer qu'en faisant des prélèvements sur le corps de Mélanie. Elle ordonne aux gardes de l'emmener et ils la traînent hors de la pièce, laissant Caldwell ici pour commencer l'opération. Mais il est trop tard. Elle s'arrête dans son élan alors qu'une alarme retentit dans toute la base militaire, indiquant que les zombies infectés ont finalement réussi à percer les défenses. Ok, c'est terrifiant. Ces scientifiques récoltent littéralement des organes d'enfants pour trouver un remède à l'épidémie de zombies et c'est une foutue situation. Mais honnêtement, je ne peux pas leur en vouloir. En toute équité, si le monde entier est envahi et que ces enfants sont le dernier espoir de l'humanité, alors c'est évidemment la bonne chose à faire. C'est inhumain, mais il faut se rappeler que l'empathie et la moralité ne rentrent pas en ligne de compte s'il s'agit de sauver l'humanité. Donc il n'y a vraiment pas d'autre choix. Cela dit, ces scientifiques font déjà une énorme erreur. Le médecin a expliqué que ces prisonniers ne ressemblent qu'à des enfants et qu'ils sont contrôlés par un champignon cérébral. Mais il y a un problème dans cette théorie. Pour pouvoir contrôler tous les aspects du cerveau d'un humain, l'organisme devrait être aussi sophistiqué que le cerveau lui-même. Mais les champignons n'ont pas la structure cellulaire pour que ce soit possible. Le détail le plus important ici, c'est que ces enfants agissent tout à fait normalement jusqu'à ce qu'ils soient exposés à l'odeur de la chair humaine. Ça signifie que la seule zone du cerveau qui est affectée est l'hypothalamus qui contrôle notre appétit et notre système digestif. Il est donc impossible que les enfants soient entièrement contrôlés par le champignon. Et donc, ce qu'ils devraient faire, c'est utiliser la recherche médicale existante et prendre des extraits du champignon pour pouvoir développer un médicament antifongique qui le tuera. Au lieu de ça, ils traitent cette fille comme si elle était le champignon et c'est de la mauvaise analyse scientifique. Pour donner un peu de crédit au docteur, des études ont montré que plusieurs types de champignons sont en fait capables de reconnaissance spatiale, de mémoire et d'apprentissage adaptatif. Par exemple, des mycologues allemands ont mesuré l'effet des changements de température sur la croissance des mycéliums, qui sont comme les racines d'un champignon. Ils ont observé qu'en cas de chauffage rapide pendant quelques heures, le mycélium cessait de croître, mais que lorsque la température était réduite, il repoussait en formant des colonies plus petites à différents endroits pour se protéger. Ça suggère qu'ils sont suffisamment intelligents pour développer des mécanismes de défense à partir de leurs souvenirs. Mais ce n'est pas suffisant pour contrôler un cerveau entier. Maintenant, rien de tout ça n'a d'importance pour Mélanie si elle est sur le point d'être achevée pour pouvoir prélever ses organes. Mais si elle avait été attentive, la fille aurait réalisé qu'elle avait une chance parfaite de s'échapper. La nuit précédente, ce professeur est venu la voir et a pris un risque inutile pour libérer la fille de son fauteuil roulant. C'était la chose humaine à faire. Mais la gentillesse vous fait tuer dans une apocalypse zombie. La femme n'a même pas pensé à utiliser son gel bloquant par précaution et c'était une décision très stupide. Si j'étais Mélanie ici, je n'aurais pas du tout prévenu le professeur parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de soldats dans le couloir, la porte était ouverte et la seule chose qui se tenait entre nous et la liberté, c'était cette femme. La meilleure chose à faire était de mordre le professeur et de s'enfuir par la porte. Ça fait froid dans le dos, mais si vous préférez mourir pour protéger quelqu'un qui vous a servi, alors vous avez déjà perdu. Le docteur insiste pour qu'il continue comme prévu, mais elle va le regretter instantanément. La laborantine active un système de sécurité, mais alors que les volets s'abaissent, un zombie casse la vitre et la mord au bras. Agissant rapidement, le docteur Caldwell défonce la tête de la créature avant d'empoignarder un second à mort avec un morceau de verre acéré. Mais elle s'éloigne horrifiée en découvrant une coupure dans sa main. C'est alors qu'elle remarque que sa collègue vient de se transformer en zombie, et elle court se réfugier dans le placard, laissant Mélanie seule avec l'infirmière. Saisissant sa chance, elle attrape un scalpel et coupe ses liens avant de s'échapper du laboratoire de recherche. Mais elle se rend vite compte que l'extérieur est encore bien pire. La jeune fille est choquée de voir que la base entière est envahie. Mais pour une raison quelconque, aucun des zombies ne l'attaque. Alors qu'elle regarde autour d'elle, elle aperçoit un des gardes qui frappe son professeur à la tête et elle se met à courir pour la protéger. Furieuse, elle saute sur un des soldats et le mord profondément à la gorge. Sa collègue tente de l'aider et Mélanie l'attaque elle aussi, les tuant tous les deux. C'est la première fois qu'elle goûte à la chair humaine. Mais la jeune fille se sent soudain épuisée et perd lentement connaissance. C'est alors que l'enseignante se réveille et voit Mélanie étendue sur le sol à côté d'elle. Elle la soulève avec difficulté et commence à courir pour se mettre à l'abri, cherchant désespérément un véhicule de secours. Soudain, un fourgon blindé apparaît et elle monte à bord quelques secondes avant que la horde ne les atteigne. Les survivants quittent le complexe aussi vite qu'ils le peuvent, laissant derrière eux une armée de zombies invincibles.
À l'intérieur du véhicule, la jeune fille se réveille en panique en essayant de se repérer. Et c'est alors qu'elle aperçoit le docteur Caldwell qui la regarde fixement. La femme a réussi à s'échapper elle aussi, mais la seule chose qui lui importe est d'utiliser cette fille pour fabriquer un remède. C'est alors que le van s'arrête et le sergent se retourne rapidement en pointant son arme sur Mélanie. L'enseignante refuse de les laisser la tuer et elle ouvre la porte pour que la jeune fille saute hors du véhicule. Elle commence à s'enfuir mais se rend compte qu'elle ne connaît rien du monde extérieur et n'a nulle part où aller. Pendant ce temps, les soldats appellent à l'aide par radio mais personne ne répond à leurs appels. En faisant l'inventaire de leurs provisions, le groupe découvre qu'il n'y a pas d'eau, à peine quelques chargeurs de munitions et un masque en plastique. Ils vont devoir se réapprovisionner s'ils veulent avoir une chance de survivre. Et le docteur insiste pour qu'ils emmènent la fille avec eux. Mélanie est la clé pour trouver un remède, mais il ne se doute pas qu'elle va détruire l'espèce humaine tout entière. Ok, toute cette situation aurait pu être évitée. Le camp était déjà sur le point d'être envahi, mais il semble qu'il n'ait fait qu'attendre que ça arrive. Une base militaire digne de ce nom doit avoir des protocoles d'urgence pour protéger le complexe ou l'évacuer, et il semble qu'il n'avait ni l'un ni l'autre. Avec une clôture aussi fragile que celle-ci, il semblait évident qu'elle ne serait pas suffisante pour empêcher une horde de zombies d'entrer, et qu'ils finiraient par passer à travers quand la pression serait suffisante. En gardant ça à l'esprit, la première chose que j'aurais faite aurait été de développer cette stratégie pour cette situation très prévisible avant qu'elle ne se produise. La chose la plus intelligente à faire est de demander à toute l'armée de creuser une série de tranchées entre les deux clôtures ici afin d'avoir suffisamment de temps pour faire le travail en toute sécurité. Quand la horde franchira la première barrière, elle entrera directement dans la tranchée et elle ne pourra pas en ressortir. Ça filtre le troupeau et nous pourrons les tuer sans exercer plus de pression sur notre dernière barrière. S'ils sont tous coincés dans une tranchée, la prochaine chose à faire est d'y mettre le feu. Cette base militaire a au moins 8 jeeps et 2 camions dans l'enceinte. Donc je serais prête à utiliser une partie de notre réserve d'essence pour éliminer une horde de zombies si ça nous permet de rester en vie un jour de plus. Maintenant, aussi efficace que soit le feu, l'essence est une source bien trop précieuse pour être utilisée à chaque fois que nous sommes attaqués. Donc nous devons développer plus de stratégies permettant de tuer le plus de monde possible en utilisant le moins de ressources possible. Et c'est pourquoi je transformerai ça en clôture électrique. Pour comprendre comment la rendre efficace, nous devons regarder ce qui fait tiquer ces zombies. Sans cœur qui bat, il est fort probable que ce champignon ait détourné les charges électrochimiques de l'activité neuronale qui envoie des messages à travers le système nerveux et permet aux zombies de bouger. Si nous pouvons interrompre ces impulsions électriques, ça pourrait suffire à empêcher le champignon d'interagir avec son hôte et à rendre le zombie complètement inutile. Dans cette optique, je prendrai plusieurs batteries de quelques-uns de ces camions supplémentaires et je les connecterai à la clôture. C'est une expérience très facile à mettre en place et tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une batterie, de câbles de démarrage et d'un poteau de mise à la terre pour la faire fonctionner. Si ça a le potentiel de griller des centaines de cerveaux de zombies en une seule fois, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Les survivants maintiennent la fille attachée au siège du tireur et la forcent à porter le masque facial, s'assurant qu'elle ne puisse mordre personne. Ils arrêtent la voiture dans les bois et tous les humains en sortent, se dirigeant vers un lac tout proche pour remplir leurs gourdes. Mais ce type est sur le point de tout gâcher. Alors que le groupe remplit les gourdes d'eau, ce soldat est surpris et tire avec son fusil sans silencieux. Les coups de feu ont attiré l'attention des zombies qui se trouvent à proximité et ils doivent tous sortir de là immédiatement. Paniqués, ils courent tous vers la camionnette tout en combattant les humains infectés. Mais l'un d'eux attaque le soldat par derrière. Il se débat pour se défaire de son emprise et tire sauvagement avec son arme, attirant l'attention du sergent. Celui-ci voit l'homme au sol qui retient la créature et lui dit de pousser le zombie aussi haut que possible avant de lui tirer une balle en pleine tête. Les survivants atteignent finalement la voiture, mais lorsque l'homme essaie de monter, le sergent sort son arme. L'homme réalise qu'il a une blessure sur le bras et insiste, prétendant que ce n'est pas une morsure. Mais le sergent ne le croit pas. Il tient le soldat en joue jusqu'à ce que l'homme commence à muter et il l'abat sans hésiter. À l'intérieur de la camionnette, Mélanie se rend compte que le soldat a été transformé et le professeur lui explique qu'il est devenu une créature ressemblant à un zombie, appelé un affamé. Ils ont été infectés par un virus fongique qui se propage par les fluides corporels. Et Mélanie est l'un d'entre eux. Plus tard, le groupe s'arrête pour faire une pause tandis que le sergent vérifie sous le capot. Mais l'homme a de mauvaises nouvelles. Une balle a touché la conduite de carburant et c'est pour ça que le van ne démarrera plus. Ils n'ont pas d'autre choix que de marcher jusqu'à Londres. C'est le seul moyen pour eux d'appeler la base militaire à l'aide, et ils sont tous d'accord avec ce plan. Quand ils arrivent enfin aux limites de la ville, les soldats commencent à inspecter la zone et constatent que les infectés sont partout. Les rues en sont inondées, mais ils restent immobiles, attendant d'être déclenchés. Le sergent s'approche des autres en leur disant qu'ils vont devoir traverser la horde, et le docteur les rassure en leur disant que le gel bloquant les rendra indétectables. Ils devront se déplacer tranquillement pour rester en sécurité. Mais les choses sont sur le point de mal tourner.
Ok, alors ça, c'est clairement pas une bonne idée. Voyager en groupe comme ça rend pratiquement impossible de se faufiler à travers des centaines de zombies sans être détecté. Il est presque certain que quelqu'un va trébucher ou faire un bruit, et nous serons alors tous piégés et n'aurons nulle part où aller. C'est beaucoup trop dangereux et la chose la plus intelligente à faire serait d'envoyer une personne pour chercher de la nourriture et une radio. Ils n'ont pas besoin que tout le monde soit là pour y arriver. Et plus le groupe est grand, plus les chances de rester en vie sont faibles. Le professeur est trop émotif et le médecin est trop important pour la survie de l'humanité. J'enverrai donc le soldat ou la fille chercher des provisions. Un des plus gros problèmes ici est qu'il n'utilise pas cette fille comme un avantage stratégique. En ce moment, il la traite comme un handicap, mais en fait, elle est la meilleure chose qu'il puisse demander. La fille est à moitié zombie, donc elle n'attire pas l'attention des infectés parce qu'ils la prennent pour l'une des leurs. Ça signifie qu'elle peut facilement errer dans les rues de Londres à la recherche de ressources utiles, sans avoir à risquer la vie de qui que ce soit. C'est un avantage évident, et si j'étais dans cette situation, c'est la première chose que j'essaierais. Ce n'était pas leur seule erreur, parce que la jeune fille aurait pu leur être utile bien plus tôt s'ils avaient utilisé leur tête. Quand le groupe s'est arrêté pour prendre de l'eau, tout le monde est sorti du camion et c'était un risque inutile. Tout d'abord, il n'y a pas une bonne visibilité dans cet environnement, et c'est une impasse, donc il n'y aura nulle part où s'enfuir s'ils sont acculés. Les camions sont aussi des véhicules extrêmement bruyants, ce qui ne manquera pas d'attirer l'attention. J'aurais donc fait en sorte que tout le monde reste à l'intérieur et j'aurais envoyé la fille chercher de l'eau pour nous, afin de minimiser le risque. Nous devons également réfléchir à la meilleure façon de combattre un zombie, parce que les fusils de ce type sont très efficaces pour des tirs à longue portée, mais quand vous devez vous défendre en combat rapproché, ça ne va pas être utile. Si nos vies sont constamment menacées, alors nous devrions avoir un couteau sur nous à tout moment, parce que nous ne savons pas quand nous pourrions avoir besoin de l'utiliser. C'est l'outil le plus élémentaire pour survivre, et si ce soldat en avait eu un, il aurait probablement survécu à l'attaque. Le groupe se ferait un chemin à travers la horde en marchant aussi prudemment que possible, quand tout à coup, le docteur remarque quelque chose d'étrange. L'une des créatures pousse une poussette, et elle s'approche pour enquêter. Elle bloque une roue, soulève la couverture, et voit qu'un rat vivant a dévoré le corps. C'est horrible, et elle halète sous le choc, alertant la mère qui commence à l'attaquer. Le sergent tire rapidement dans la tête du zombie, mais le bruit alerte d'autres zombies. Le groupe se déplace à l'étage alors que les infectés commencent à se réveiller et les soldats les éliminent un par un jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un hôpital abandonné et se réfugient à l'intérieur. En regardant autour de lui, le sergent trouve une corde menant à l'étage et il grimpe à l'étage supérieur. Le groupe se sépare pour s'assurer qu'il est en sécurité et laisse la fille avec le docteur. Curieuse, Mélanie interroge la femme sur son passé et lui demande si elle est humaine ou non. Le docteur lui répond qu'elle est quelque chose de totalement différent. Elle lui révèle que le sergent a trouvé les enfants à l'hôpital. Les mères avaient toutes été infectées, donnant naissance à une nouvelle génération de porteurs qui ont acquis une immunité contre la maladie. Les enfants ont ensuite été amenés à la base militaire pour y être étudiés par des chercheurs qui ont découvert que le champignon recouvrait leur cerveau. Et le docteur est déterminé à trouver un remède à tout prix. Le lendemain matin, le groupe découvre qu'une horde s'est rassemblée devant le bâtiment et qu'il n'y a plus aucun moyen de s'échapper. Mais Mélanie, ici présente, a une idée. Elle se porte volontaire pour sortir seule afin de les distraire. Le docteur ne veut pas prendre ce risque, mais elle sait que les infectés ne l'attaqueront pas et la jeune fille promet de revenir indemne. En sortant du bâtiment, elle marche prudemment sans alerter les zombies et apprécie son premier goût de liberté. Elle explore les rues de la ville, mais c'est alors qu'elle voit un chat errant courir. Son instinct prend immédiatement le dessus et elle court après l'animal, le chassant jusque dans les buissons. Elle arrache son masque et elle le dévore vivant avec sauvagerie, savourant son premier repas de la journée. Plus tard, la fille cherche des provisions dans une maison voisine. Elle regarde autour d'elle et entend des aboiements dans une autre pièce. Elle découvre alors qu'un chien a été oublié là. Elle décide de ramener l'animal à l'hôpital. Mais alors qu'elle le transporte à travers la horde, l'une des créatures se réveille soudain. Réfléchissant rapidement, la jeune fille lâche le chien qui s'enfuit terrorisé, tandis que l'infecté le poursuit et que toute la horde le suit comme un seul homme, libérant ainsi l'entrée de l'hôpital. Ok, aussi simple que ça puisse paraître, c'est en fait une stratégie de génie. Cette fille sait mieux que quiconque comment pense un zombie, donc elle avait l'instinct parfait pour éliminer la horde. Utiliser un chien peut sembler cruel, mais il va facilement distancer les infectés parce qu'il est plus rapide. Il pourra ramper dans des espaces étroits et la horde n'est pas assez intelligente pour le coincer et attraper cette proie. Le docteur aurait dû être attentif ici, parce que cette stratégie révèle une toute nouvelle branche d'études qui pourrait être utile à notre survie. Et c'est la dynamique des zombies. Nous pensons souvent aux zombies comme à des entités individuelles qui réagissent aux stimuli par elles-mêmes. Mais ça pourrait être le mauvais modèle pour comprendre leur comportement.
Si l'infection est causée par un champignon, il est possible qu'il fonctionne avec un procédé très similaire à la vie d'une ruche. Chez de nombreuses espèces de champignons, les spores sont libérés et se développent en mycélium qui peut se ramifier dans toutes les directions. Certains d'entre eux deviennent des ailes avec des dizaines de champignons, chacun ayant sa propre vie. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils sont toujours connectés les uns aux autres et peuvent réagir comme un seul organisme. C'est ce qui rend ces zombies si effrayants, parce qu'on a déjà des preuves qu'ils pourraient se comporter de la même manière et qu'ils sont connectés les uns aux autres par cette dynamique. Un peu plus tôt, lorsque le groupe a essayé de se faufiler parmi les zombies endormis, certains d'entre eux semblaient être déclenchés sans aucune raison apparente. Tout le monde ici portait déjà du gel bloquant pour cacher leur odeur, et après avoir monté les escaliers, ils ne faisaient aucun bruit. Mais pour une raison quelconque, plusieurs zombies ont quand même pris conscience de leur présence. Aussi étrange que ça puisse paraître, ce phénomène est également observable dans le règne animal. Les scientifiques ont appris que les fourmis utilisent divers produits chimiques odorants pour communiquer et qu'elles laissent une trace de phéromones quand elles marchent. Ça permet aux autres fourmis de les suivre et de découvrir si un autre membre de la colonie a trouvé de la nourriture avant même qu'elle n'ait atteint leur destination. Comme le principal déclencheur de ces zombies est l'odeur de chair, il est fort probable qu'ils ne sentent pas seulement les humains, mais aussi toute une série d'autres messages olfactifs indiquant la proximité de nourriture. Ça explique pourquoi il y a tout à coup une horde de zombies à l'extérieur du bâtiment, même si les survivants n'ont jamais fait aucun bruit. Ce sont les observations comme celle-ci qui nous donneront plus d'informations sur nos ennemis, afin que nous puissions les utiliser contre eux et avoir une chance de survivre. La zone étant désormais sûre, les survivants continuent de traverser la ville lorsque le docteur remarque un arbre qui pousse sur le trottoir. Elle révèle que ces arbres sont apparus dans tout le pays et représentent la prochaine étape de la vie des virus. La jeune fille craint que la même chose ne lui arrive. Mais le docteur Caldwell suggère que comme elle est une infectée de deuxième génération, elle a une relation symbiotique avec le champignon et en a besoin pour survivre. Plus tard, ils se rendent à la tour de télécommunication, la BT Tower, mais constatent qu'elle est totalement envahie par des plantes grimpantes qui s'étendent jusqu'au sommet. Le docteur explique que tous les infectés de la région se sont regroupés et ont formé cet arbre massif. Voyant des milliers de graines pousser sur les branches, elle révèle que lorsqu'elles s'ouvriront, le champignon se répandra et infectera tout le monde sur la planète, sans exception. L'espèce humaine sera alors complètement détruite et il n'y a rien qu'ils puissent faire à part survivre un jour après l'autre. Ils continuent à marcher quand le groupe trouve quelque chose qui pourrait leur sauver la vie. C'est un camion blindé auquel une remorque high-tech est attachée. Le docteur explique qu'ils ont été conçus pour servir de laboratoire de recherche mobile. Et comme ils sont alimentés par l'énergie solaire, toute leur électronique devrait encore fonctionner. Ouvrant la porte, le sergent les conduit à l'intérieur et allume les lumières pendant que le docteur vérifie l'équipement. Et à son grand soulagement, elle a tout ce dont elle a besoin pour continuer ses recherches et fabriquer un traitement. Pendant que les autres s'installent, le sergent se dirige vers la cabine du conducteur et essaie de démarrer le camion. Mais le moteur ne veut pas démarrer. Il pense qu'il peut être réparé et retourne dans la pièce principale pour essayer de contacter la base militaire voisine. Il n'y a aucune réponse à l'autre bout. Et pour ne rien arranger, ils n'ont toujours pas trouvé de nourriture. Le soldat Gallagher se porte volontaire pour chercher des provisions. Mais alors qu'il part, Mélanie commence à être nerveuse. La fille réalise qu'elle est affamée et elle est submergée par leur odeur. C'est un signe clair qu'elle est sur le point de perdre le contrôle. Et ils n'ont pas d'autre choix que de la laisser sortir en espérant qu'elle trouvera quelque chose à manger. La jeune fille cherche de la nourriture dans les rues et remarque des oiseaux qui s'envolent d'un toit voisin. C'est sa meilleure chance de trouver de la viande fraîche et la jeune fille court dans le bâtiment pour chasser son petit déjeuner. Elle réussit à en attraper un sur le toit et le dévore cru. Mais c'est alors qu'elle remarque quelque chose d'étrange. Mélanie entre lentement à l'intérieur du bâtiment et voit un groupe d'enfants qui jouent ensemble. Ils sont comme elle, mais soudain, l'un des enfants court et commence à renifler l'air. Aucun d'entre eux ne peut parler, mais la jeune fille comprend qu'ils ont senti le soldat en patrouille et qu'ils sont sur le point de le chasser pour se nourrir. Ok, ça va être un problème. Il y a de fortes chances qu'il n'y ait plus personne pour nous secourir et que nous soyons complètement livrés à nous-mêmes. Donc nous devons considérer ce laboratoire de recherche comme notre nouveau camp de base pour les prochaines semaines, pendant que le docteur essaie de trouver un remède. Maintenant, rien de tout ça ne va compter si les spores de ce champignon envahissant commencent à germer. Cette chose est la plus grande menace existentielle pour nous parce que la plupart des spores sont microscopiques. Elles se répandront dans l'air pour être inhalées par les seuls humains restant sur la planète et ce n'est pas un risque que nous devrions prendre. C'est pourquoi je chercherai des masques de protection. En moyenne, les spores ont une taille d'environ 3 microns, donc un masque standard avec un filtre de 2 microns et demi devrait être suffisant pour les empêcher d'être inhalés. Si le groupe se trouve près de la BT Tower sur Cleveland Mews, il y a un magasin à proximité appelé UK Prepping Shop qui vend des masques à gaz ainsi que des repas lyophilisés. Ils n'ont évidemment pas Google pour le savoir. Mais comme il n'y a pas de zombies errants dans ce secteur, il devrait leur être facile de chercher dans les magasins des alentours
et de trouver les fournitures dont ils ont besoin pour éviter la contamination. Avec un peu de chance, ça devrait nous protéger des spores et résoudre nos problèmes de pénurie alimentaire. Mais ce n'est pas le cas pour Mélanie. Aussi innocente qu'elle puisse paraître, cette fille est une menace tant qu'elle reste à l'intérieur du laboratoire avec nous. Et à un moment, elle va finir par manquer d'animaux à manger. Quand il n'y aura plus rien, son instinct de zombie prendra le dessus et nous devrions régler ce problème avant qu'elle ne commence à manger les autres. Quand Mélanie vivait sur la base militaire, elle était nourrie de vers, ce qui est très intelligent. Ces créatures se nourrissent de matière organique, aidant ainsi leur décomposition. Et elles tirent leur nourriture des micro-organismes qui vivent dans le sol. La ville étant envahie par la végétation, nous aurons beaucoup plus de facilité à trouver des vers que des chats errants pour le dîner. Un autre avantage, c'est que les vers représentent un super aliment, parce qu'ils sont extrêmement riches en protéines, en fer et en acides aminés qui participent à la décomposition des aliments et aident à réparer les tissus du corps. Il n'est évidemment pas pratique d'aller chercher des vers à chaque fois que la fille a faim. La solution la plus intelligente est donc la lombriculture ou vermiculture. C'est assez facile en fait. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une sorte de bassin avec de la terre et d'un approvisionnement hebdomadaire en compost pour qu'ils le mangent. Puis, après quelques mois, on peut récolter et laisser les vers se reproduire à nouveau. Ça va prendre du temps, mais si on commence avec suffisamment d'échantillons de culture, on peut produire 150 vers pour chaque ver trouvé en un an. Ça ne semble pas beaucoup, mais croyez-moi, c'est beaucoup. Vu que c'est ce qu'elle mangeait à la base militaire, ils savent probablement déjà comment faire. Et ce serait une bonne idée de continuer à essayer, ou ils pourraient finir comme nourriture pour zombies. Pendant ce temps, la blessure du docteur s'est aggravée et lorsque le professeur lui demande ce qui ne va pas, la femme révèle qu'elle est en train de mourir. La plaie de sa main est devenue septique et elle n'a aucune chance de survivre. Désespérée, la femme dit à l'enseignante qu'elle peut fabriquer un remède mais qu'elle doit prélever les organes de Mélanie et que c'est sa dernière chance de sauver l'humanité. Mademoiselle Justineau refuse de sacrifier son élève et c'est alors qu'elles entendent la jeune fille frapper à la porte. Une fois à l'intérieur, elle prévient le groupe que le soldat chargé de l'approvisionnement est sur le point d'être pourchassé par une bande d'enfants. Ils sont infectés comme elle et les enfants vont le dévorer vivant s'ils ne le trouvent pas à temps. Inquiet, le sergent essaie d'appeler Gallagher par radio, mais il n'obtient aucune réponse. Le soldat s'est glissé à l'intérieur d'un supermarché pour se ravitailler et il a laissé son talkie-walkie derrière lui. Tout à coup, ils entendent une voix à la radio du laboratoire qui appelle d'une base militaire. Mais les nouvelles sont mauvaises. La voix à l'autre bout leur dit qu'ils sont sur le point d'être envahis, juste avant que le signal ne s'éteigne. Dans un autre quartier de la ville, Gallagher fouille un supermarché lorsqu'il trouve un présentoir de magazines pour adultes. Alors qu'il apprécie les articles, l'homme entend quelque chose derrière lui et il est surpris de voir une enfant sauvage. Il essaie de communiquer avec elle, mais elle recule et le conduit dans une autre allée. Il est soudainement pris en embuscade quand un autre enfant lui coupe les jambes, le piégeant sans aucun moyen de s'échapper. L'homme sort une grenade et menace de tous les faire exploser. Mais tout ce qu'il voit, c'est un dîner. Et les enfants se précipitent et le dévorent vivant. Mélanie conduit le groupe à travers la ville et suit l'odeur du soldat jusqu'au supermarché. Il soulève les volets et entre à l'intérieur. Le groupe découvre avec horreur qu'il est arrivé trop tard. Le corps du soldat a déjà été mis en pièces. Et c'est là que la fille réalise qu'ils ont été attirés dans un piège. En sortant, elle voit que les enfants infectés les attendent et ont complètement encerclé l'entrée. Ils n'ont plus non plus de moyen de s'échapper. Mais Mélanie sait exactement comment gérer ça. Les autres enfants se tiennent à l'écart tandis que la fille leur grogne dessus et affronte leur chef. Il commence à se battre pour survivre, mais elle s'éloigne tout à coup de lui et l'enfant réalise qu'il a été menotté à un support de vélo. Il n'a aucun moyen de se protéger quand Mélanie prend une batte dans ses mains et le frappe brutalement à mort. Ok, cette fille est vraiment sauvage. Elle vient de fracasser cet enfant pour protéger ses amis. Et c'était une décision très intelligente à prendre. Ces enfants sont moitié zombies et moitié humains, donc ils sont capables de prédire le comportement et de répondre à la dynamique sociale. Mais ils ont aussi zéro éducation. Ils sont terriblement basiques, et ça signifie qu'ils ne vont répondre qu'aux formes de communication les plus primitives qui tournent autour des hiérarchies de pouvoir. Mélanie a instinctivement réalisé qu'établir une domination serait la manière la plus efficace de les gérer. Mais elle n'a pas réalisé qu'il y avait un moyen encore meilleur de tirer profit de cette dynamique. Pour l'instant, nous pouvons voir que tous les autres enfants sont soumis, et la mort de leur chef crée un vide de pouvoir qui devra être comblé. C'est pourquoi, au lieu de s'enfuir, j'aurais encouragé Mélanie à rester sur place et à devenir leur nouveau chef. Ces humains dépendent des ressources de la ville pour survivre, et les enfants sauvages ne vont pas s'en aller non plus. Ils vont continuer à poser des pièges autour de chaque ressource précieuse parce qu'ils considèrent les humains comme de la nourriture. Mais tout ça, ça pourrait changer si Mélanie parvenait à les contrôler. Si c'était moi, je prendrais le concept de conditionnement opérant identifié par le psychologue B.F. Skinner, et j'essaierais de l'utiliser à notre avantage. Dans ses expériences, il a pu utiliser les renforcements et punitions positifs et négatifs de manière si efficace qu'il a même pu apprendre à des pigeons à jouer au ping-pong. Dans cette optique, j'utiliserai le nouveau pouvoir de Mélanie pour unifier tout le clan des enfants et commencer à les soumettre à un conditionnement comportemental.
Plus tôt, nous avons établi que l'élevage de vers pouvait fournir suffisamment de protéines pour satisfaire la faim de Mélanie. Nous pouvons donc l'utiliser comme une récompense pour mettre ses enfants au travail et renforcer un comportement positif qui nous est bénéfique. Maintenant, la plus grande menace est en fait cet arbre massif, parce que dès que les spores seront libérés, ce qui reste de l'humanité sera condamné. Si nous pouvons apprendre aux enfants primitifs à grimper sur un arbre à champignons et à cueillir les graines pour les détruire, nous pourrons peut-être sauver l'espèce humaine. Et c'est bien plus gratifiant que de s'éclipser d'un conflit temporaire. Les enfants sont terrifiés par Mélanie et les survivants quittent le supermarché en toute sécurité. Ils retournent au laboratoire de recherche, mais quelque chose ne va pas. La porte d'entrée a été laissée grande ouverte et ils se précipitent à l'intérieur pour découvrir ce qui s'est passé. Mais c'est alors qu'ils voient le docteur muni d'un masque et pointant une arme sur eux. Le groupe réalise qu'il ne peut pas respirer et commence soudain à suffoquer avant de perdre connaissance. Maintenant que tous les autres sont inconscients, la femme réalimente le compartiment en air et traîne Mélanie vers la table d'opération. Elle désinfecte sa main pour se préparer à l'opération, mais se retourne soudain pour voir la jeune fille la fixer du regard. Désespérant de survivre, le docteur lui dit qu'elle peut fabriquer un remède et empêcher l'enseignante d'être infectée. Mais seulement si la fille sacrifie sa vie. Mélanie soutient qu'elle pourrait aider à les protéger. Mais la femme fait remarquer que les graines de l'arbre à champignons sont sur le point de fleurir. Elle s'ouvre à la chaleur et il suffirait d'un seul feu de forêt pour que les spores infectieuses se répandent et tuent tous les humains de la planète. Convaincue, Mélanie décide de participer à la fabrication du remède. Mais avant de s'installer sur la table d'opération, la jeune fille demande au docteur si elle pense qu'elle est toujours contrôlée par le champignon. Considérant sa question, la femme répond qu'elle ne l'est pas et qu'elle est une personne bien vivante. Et c'est là que le docteur a commis sa plus grosse erreur. Changeant d'avis, la jeune fille s'éloigne, saisissant une boîte d'allumettes avant de quitter le laboratoire. Le docteur tente de la poursuivre, mais elle est trop faible à cause de sa blessure et n'arrive pas à la rattraper. C'est alors qu'elle réalise que les enfants sauvages l'ont encerclée et qu'elle ne peut rien faire pour les empêcher de la dévorer vivante. Mélanie retourne à l'arbre géant qui recouvre la Beatty Tower et allume une allumette mettant le feu aux lianes. L'arbre à champignons s'enflamme rapidement et condamne le monde entier parce que les graines éclatent et libèrent les spores. En retournant au laboratoire, elle voit le sergent dans la rue et réalise qu'il est venu la chercher. La jeune fille s'excuse auprès de lui, lui expliquant que tous les habitants de la Terre seront désormais infectés. Et l'homme la supplie de l'achever avant qu'il ne se transforme en zombie. Prenant son arme, Mélanie le libère de cette destinée et fait ses adieux à l'un des derniers humains de la planète. De retour au laboratoire de recherche, le professeur s'est réveillé et se dirige vers la porte, s'approchant du sas hermétique. Elle découvre que les spores ont déjà commencé à se répandre. L'humanité est maintenant officiellement condamnée et le professeur est choqué. Mais en voyant Mélanie dehors, elle réalise qu'il y a encore de l'espoir. Quelques jours plus tard, la jeune femme prépare son laboratoire de recherche pour les cours du matin et accueille ses nouveaux élèves. Et ils s'assoient tous, déçus de devoir encore aller à l'école. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu The Last Girl, celle qui a tous les dons? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et jetez un coup d'œil à la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!